Bonjour les amis, vous vous intéressez au cours de psychologie, vous préparez vos examens d'état, vous êtes à l'école supérieure ou vous avez les cours de psychologie, cette vidéo vous concerne. Imaginez que vous allez visiter des gens et ces gens vous invitent à leur table. Il y a papa, il y a maman et il y a une fille de 15-16 ans. Vous avez fini de manger et la maman, en se levant, dit à sa fille, n'oublie pas de débarrasser la table et de mettre de l'ordre sur la table. Et l'enfant qui entend ça, il s'élève, il se fâche. Pourquoi tu me dis ça? Il prend l'assiette, il jette par terre. Et vous qui avez observé, vous dites, il y a un problème. Et il est possible que le parent dise à sa femme, il faut amener cet enfant chez le psychologue. Pour ce qu'on va demander de l'amener chez le psychologue, parce que c'est vrai que la maman lui a dit quelque chose. Nous allons appeler ça plus tard stimulus excitant. Et puis l'enfant qui commence à casser les assiettes, c'est une réaction, c'est un comportement. C'est un comportement tout à fait inadapté à la cause. Alors à ce moment-là, on peut s'inquiéter, dire qu'il faut consulter. Alors, étymologiquement, la psychologie signifie étude de l'âme. Psyché, ça veut dire âme. Logos, ça veut dire traité ou étude. La science psychologique fut pendant longtemps associée aussi bien à la philosophie qu'à la littérature et à la médecine. D'autres philosophes vont retenir que la psychologie, c'est l'étude des activités mentales. Le débat sur la définition de la psychologie va continuer. Au XXe siècle, la notion de conscience est contestée. Avec l'influence de l'usage de la méthode expérimentale dans les recherches scientifiques, la psychologie finalement va se définir comme étant l'étude du comportement des individus et des processus mentaux qui président à ces comportements. Une fois que les psychologues se mettent d'accord sur la définition de la psychologie, chacun travaille dans son laboratoire, chacun travaille dans son coin et chacun peut avoir ses disciples. Nous allons donc avoir ce qu'on appelle des courants psychologiques. Comme il y a des courants philosophiques, comme il y a des courants littéraires, on va avoir aussi des courants en psychologie. Je vais vous citer quelques courants. Nous avons un courant qui s'appelle le mentalisme. Vous entendez le mot, le mental. On s'intéresse donc ici à l'esprit humain. On s'intéresse à la conscience. Et la méthode utilisée, c'est quoi? C'est l'introspection. Nous sommes encore très proches de la philosophie. Alors, deuxième courant, sous l'influence de la linguistique, c'est le structuralisme. Dans ce courant-là, on utilise la méthode expérimentale. Et on peut citer parmi les tenants un certain Wundt. Pour lui, il dit, toute expérience mentale est une combinaison des composants élémentaires. Un autre courant, c'est le fonctionnalisme. Vous entendez le mot fonction. Vous avez les tenants, c'est John Dewey, James Engel. Dans le fonctionnalisme, on se préoccupe de la fonction d'une faculté, par exemple. Un autre courant, c'est le rationalisme. Vous entendez bien le mot rationnel. Là, on veut dire que toute connaissance repose sur l'observation de l'expérience sensible. On peut l'associer à l'empirisme de Karl Popper. Nous avons un autre courant qui s'appelle gestaltisme, gestalt, où on vous parle surtout dans les chapitres sur la perception de la prégnance de l'ensemble sur les détails. On appelle ça théorie de la forme. C'est la science de l'apparaître. La forme prime sur les éléments. Nous avons aussi ce qu'on appelle les courants phénoménologiques. Les courants phénoménologiques, c'est des psychologues qui vont s'intéresser à ce qui apparaît et non pas chercher la maladie derrière les symptômes. On parle de ce qui est perçu. Vous avez le courant clinique. Le courant clinique, c'est lorsque le psychologue reçoit quelqu'un et qu'il va un peu dans son vécu pour essayer de comprendre le malaise du moment. Nous avons la psychanalyse, qu'on appelle aussi psychologie de profondeur. Là, vous allez chez les psychologues, chez les psychanalystes,
Il vous met sur son divan et il essaye d'explorer les couches profondes de votre personnalité. Il peut utiliser l'hypnose, il peut aussi utiliser l'analyse des rêves. Vous avez un autre courant qu'on appelle le behaviorisme. Ça vient du mot behavior, comportement. Là, on vous dit, vous avez un stimulus qui va vous donner une réponse. On va encore enrichir stimulus, organisme et réponse pour dire que le même stimulus ne va pas forcément provoquer la même réponse. Tout dépend de l'individu. Donc, excitant, stimulus, individu, et puis réponse particulière selon les individus. Ceux qui s'intéressent à ces courants, on les appelle les behavioristes. Parmi eux, vous avez Neisser. Vous avez aussi les courants cognitifs qui s'intéressent beaucoup au fonctionnement du cerveau. Par exemple, vous avez perçu, très bien, comme avec un ordinateur, l'image perçue est traitée comment, où est-ce qu'elle va, comment elle aboutit, à quelle conclusion. Ces questions-là, ça intéresse les courants cognitifs, duquel on peut rapprocher les neurosciences aujourd'hui. Vous avez aussi un courant qu'on appelle constructivisme. C'est une théorie de l'apprentissage dans laquelle où on vous dit que la réalité, nous l'appréhendons selon nos capacités. C'est le constructivisme. Vous avez aussi le socioconstructivisme. Eh bien, le socioconstructivisme, c'est un courant que nous pourrions résumer par un adage. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Nous avons l'empirisme, qui va dans le sens que n'est accepté pour vrai que quelque chose qu'on a expérimenté. Nous avons l'essentialisme, où dans la perception, on va dire que n'est vrai que quelque chose qui a touché nos sens. Vous avez le positivisme qui s'intéresse aux certitudes immédiates. Ce sont là les courants de la psychologie. Alors, le programme scolaire au Congo demande aussi que l'on puisse dire un mot sur les psychologues congolais. Je vais vous lire quelques noms. Je cite le professeur Kabambi Ntanda, Justin, né en 1943, décédé en 2015. Son nom est connu surtout dans la branche psychologie du travail. Il y a Kalala Nkoudi, qui vient de nous quitter cette année. Il était né en 1934. Eh bien, il a beaucoup travaillé dans les domaines de la criminologie et dans les domaines de la psychologie clinique. Citons Kanga Kalemba Vita. Il a fait une thèse de doctorat en psychologie en 1969 à Kinshasa. Il a fait des articles en rapport avec la psychopathologie et la parapsychologie. Nous citons Mbouimi Zeka, qui a été professeur pendant des années au Gabon et qui a fait aussi des études sur l'intelligence. Il y a Malanda Ndem. Il est considéré comme le père de l'orientation scolaire au Congo. Vous avez M. Mangoni, psychologue clinicien. Vous avez Mpinda Mukumbi, qui a travaillé aussi dans les domaines de la psychologie différentielle. Mubikangi Jean-Luc, lui, il a travaillé en Europe. Il a été plus dans les domaines de la thérapie. Ngoubsim Peinkan, qui est décédé en 2017, il a aussi travaillé dans le cadre de l'intelligence. Ngofulu Basuluka, spécialisé en psychologie clinique. Je vais vous citer deux autres noms. Un certain Bizala Cléophas, qui a écrit les livres de psychologie destinés aux élèves des humanités. Et à ma connaissance, c'est l'un des premiers livres, c'est le premier livre que j'ai lu d'un Congolais. Et ce livre a contribué à la formation de beaucoup de gens. Vous avez votre serviteur Pichibanda, qui a écrit des livres de psychologie, qui a fait des animations sur Radio Africa numéro 1 de Paris, parce qu'en même temps, il est thérapeute de couple et enseignant, donc, qui a donné des livres aux étudiants. Voilà quelques noms auxquels vous allez ajouter d'autres pour parler de psychologues congolais, les sortes de psychologie. Selon que vous vous intéressez aux gens ou aux animaux, on va distinguer psychologie humaine et psychologie animale, tout en sachant que même la psychologie animale
Le but ultime, c'est pour comprendre l'être humain. Alors des expériences qu'on ne sait pas faire sur l'être humain, on peut les faire sur l'animal pour autant qu'il ait de ressemblance avec l'être humain sur un point, et les résultats, on va les extrapoler sur l'être humain. Donc, psychologie humaine, psychologie animale. Nous avons aussi plusieurs variétés de psychologie. Psychologie générale, psychologie sociale, psychopathologie, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, psychanalyse, psychologie différentielle. Et quand on a maintenant toutes ces psychologies, ça doit déboucher sur une certaine pratique. Et l'usage de la psychologie va se passer donc dans beaucoup de domaines. Nous avons par exemple ce qu'on appelle la psychopédagogie. Là, c'est l'usage de la psychologie dans le milieu scolaire pour essayer d'aider l'enfant à se développer en tenant compte de ce qu'il est, en le connaissant. Nous avons la psychologie sociale. C'est lorsque vous vous intéressez aux interactions qui se passent dans la société entre les gens. Vous savez qu'il y a de ces comportements-là que l'individu tout seul ne pourrait pas poser. Mais une fois dans le groupe, il arrive de faire des choses qu'il n'aurait pas fait tout seul. Par exemple, la psychologie des groupes, tu vois. Et là, ça intéresse une branche comme la psychologie sociale. Nous avons la psychopathologie, c'est lorsqu'on s'intéresse au comportement morbide. Ça sort de l'ordinaire, ça devient pathologique, et bien il y a la psychopathologie. La psychanalyse, j'en ai déjà parlé, on va dans les couches profondes de l'individu. Psychologie différentielle, c'est celle qui va s'intéresser aux différences inter-individuelles et même aux différences intra-individuelles. Vous avez aussi la psychologie générale, c'est celle qui aborde de manière générale toutes les questions liées à la psychologie. Alors, sorte de psychologie, selon les domaines d'application, c'est ce que je viens de dire, psychologie, psychopéda, psycho-industrielle, industrielle dans les entreprises, à commencer par la sélection, la qualification, l'orientation, les climats dans une entreprise, eh bien, les psychologues sont appelés dans ce domaine-là. Psychologie commerciale, c'est utiliser la psychologie pour essayer de mieux faire les affaires. Psychologie médicale, eh bien, quand on arrive dans un milieu hospitalier, il n'y a pas que les médicaments, il y a l'encadrement, il y a le moral qu'il faut relever, il y a tout un tas de choses. Et même quand il y a une calamité naturelle quelque part, parmi les gens qu'on va envoyer les premiers, on envoie des psychologues. Parce qu'ils doivent recueillir les émotions des individus, ils doivent canaliser pour essayer de soulager. Vous avez la psychologie communautaire, oui, on va essayer de s'entendre pour qu'au niveau de la communauté, on puisse coordonner les motivations des uns et des autres dans un but commun. Vous avez la psychologie sportive, c'est lorsque dans la préparation des joueurs pour une compétition sportive, il y a une dimension psychologique qu'il faut prendre en jeu. Vous avez la psychologie environnementale, l'orientation scolaire et professionnelle. Maintenant, selon les méthodes qu'on utilise, eh bien, il y a aussi des sortes de psychologie liées à la méthode utilisée. Et là, je vais tout simplement citer psychologie expérimentale ou psychologie expériencée, psychologie clinique, psychologie factorielle, psychologie scientifique, psychologie mathématique, psychanalyse. Si la psychologie est considérée comme une branche scientifique, c'est non seulement parce qu'elle veut faire des recherches, mais c'est parce qu'elle remplit les conditions qui sont exigées pour qu'une discipline puisse se déclarer une discipline scientifique. Il faut un objet d'étude et puis il faut des méthodes de recherche. Dans les méthodes utilisées en psychologie, nous avons d'abord l'observation, l'introspection qui était liée à la philosophie. Chacune des méthodes a des avantages et des inconvénients et ces méthodes peuvent se compléter. Nous avons l'expérimentation, nous avons la méthode des enquêtes, nous avons la méthode des tests, nous avons la méthode clinique, la méthode psychanalytique, la méthode phénoménologique, la méthode statistique. Vous allez constater que même si la psychologie devient une science à part, mais il va quand même garder des relations avec les autres disciplines.
il y a une relation entre la psychologie et la physiologie. Nous l'avons dit, un problème mental peut interférer sur le physique, et un problème physiologique peut altérer le mental, le moral. Les deux se compénètrent. Il y a une relation entre psychologie et sociologie. Je l'ai dit, vous avez un comportement dans telle situation, mais on se rend compte que ce comportement, vous ne l'auriez jamais adopté si vous étiez seul. D'où l'influence, d'où l'importance de la relation entre psychologie et sociologie. Il y a une relation entre psychologie et philosophie. Si nous avons dit que la philosophie, c'est la recherche du sens, du pourquoi et du comment, eh bien, quand vous utilisez la psychologie, vous allez rester en relation, soit du point de vue méthodologique, si à un certain moment vous devez utiliser l'introspection, soit dans l'interprétation, vous allez aussi chercher l'essence dernière des choses. Et là, c'est la philosophie qui vous aide. Vous avez aussi la relation avec la biologie. Imaginez que vous étudiez l'intelligence des individus. Vous posez des tests. Vous avez affaire, par exemple, à certains enfants. Vous allez dire, ici, j'ai l'impression que le problème vient de loin. Est-ce que c'est congénital? Est-ce que c'est héréditaire? Et tout cela relève de la biologie. Donc, le psychologue doit être en mesure de collaborer. Vous avez le rapport avec la physique. Ben oui. Nous avons parlé du seuil. Mais c'est quoi la notion du seuil? Dans la perception, par exemple, la notion du seuil, c'est les stimulants atteints un minimum de qualité pour être perçus par l'individu. Ça peut être mesurable. Et là, nous pouvons entrer en physique et la psychologie doit être en relation avec tout cela. Est-ce que nous pouvons faire la synthèse? Donc, psychologie, étude du comportement humain et des phénomènes mentaux qui président à ces comportements-là. Psychologie qui prend son indépendance par rapport à la philosophie en remplissant deux conditions. Objet de recherche et méthode de recherche. Selon l'objet que l'on va privilégier, on va avoir alors des diversités, des domaines différents dans la psychologie. Mais tous, ils sont quand même complémentaires quelque part. Ils cherchent à comprendre l'individu. Et une fois que tous ces psychologues vont travailler, eh bien, leur travail, ce n'est pas un travail dans l'air, il doit être appliqué. Alors vous trouverez des psychologues, quand il y a calamité naturelle, on les appelle parmi les premiers. Vous trouverez des psychologues dans des hôpitaux, vous trouverez des psychologues dans des entreprises, vous trouverez des psychologues à l'armée, vous trouverez des psychologues dans des centres sportifs.